cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Avec le soutien de Pays d'Oc, Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin, propose une série de capsules dans lesquelles nous abordons avec mes invités, vignerons, négociants, caves coopératives, l'évolution des modes de consommation et leur impact sur la stratégie commerciale. Ces captures de moments ont été enregistrées lors du salon de Wine Paris. Vous aurez en arrière-plan l'ambiance des salons bien connus. Découvrons ensemble comment les producteurs également engagés en RSE s'adaptent aux nouvelles tendances. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Jean-Marc Floutier, vigneron dans le Gard et un cadre particulier. Grand Chemin, si vous voulez, c'est une propriété familiale depuis 5 générations. On a commencé en 1785 au niveau domaine, mon arrière-grand-père qui avait fait ça, et moi, en 1985, aux transformations des vins de Pays d'Oc, on a changé les cépages. On avait une exploitation qui était vouée à, si vous voulez, avoir la distillerie, garantie de bonne fin qu'on appelait payée par l'Europe, ça ne pouvait pas durer. Et à ce moment-là, j'ai refait tout l'encépagement. J'ai eu la chance de rencontrer Robert Scali et Jacques Gravejat, et on a mis en place des vins de Pays d'Oc qui ont permis de transformer cette région et qui ont transformé aussi mon exploitation, puisqu'on a mis les nouveaux cépages sur l'exploitation, qui nous a permis de donner un essor important au développement du domaine. Est-ce que vous êtes 100% vin de Pays d'Oc? Je suis 100% vin de Pays d'Oc et une partie Cévennes, voilà, mais c'est 100% Pays d'Oc. Alors, comment vous vous positionnez sur le marché entre la France et l'export? Alors, sur le marché France, bon, on travaille surtout avec les cavistes, avec les restaurants et les grossistes, et sur l'export, on est en train de développer l'export, notamment sur les États-Unis et sur les pays du nord de l'Europe. Nord de l'Europe, on a une force, on s'aperçoit que sur la partie environnementale, ils sont très en avance par rapport aux autres pays. Donc, l'ISO 14001 nous a aidés et l'HVE3 aussi. D'accord, on va en reparler un petit peu plus tard. Et concernant l'export et la France, en proportion, vous êtes à quoi? Aujourd'hui, on est à 15% sur l'export. On a un objectif de passer à 40%. On vient d'embaucher une directrice commerciale pour développer ça. Les habitudes de consommation évoluent, les habitudes de consommation de vin également. Comment ça se traduit sur vos marchés à vous? Alors moi, ça fait 20 ans que j'avais anticipé ceci, puisqu'on est pratiquement les seuls à faire des produits à 12,5 degrés. Il y a très longtemps qu'on fait des produits à faible degré, 11,5, 12,5, et la tendance aujourd'hui se confirme. On vient de sortir des 6,5 degrés, on a quelques degrés. Et aujourd'hui, le marché nous demande du 0 degré. On n'a pas trouvé, notamment sur l'export, la qualité nécessaire. Mais on y travaille dessus. Je suis en train de travailler sur ça pour essayer de trouver le produit qui corresponde aux attentes du marché. Alors justement, vous parlez des faibles degrés. Est-ce que ça a été une demande des acheteurs ou est-ce que c'est vous qui avez anticipé? Alors j'avais anticipé, mais aujourd'hui la demande des acheteurs est importante. Parce que la chance qu'on a, on est sur un microclimat particulier. Au pied des Cévennes, 150 mètres d'altitude, nuit fraîche, journée chaude, ça nous permet de faire des vins très frais, un peu plus style Bourgogne que vraiment Languedoc. Et donc ça, on s'en est servi. Bon, vous avez été à la genèse également de la discussion de la création de l'interprofession des Pays d'Oc. Ouais. Aujourd'hui, Pays d'Oc propose plusieurs dispositifs pour accompagner les producteurs justement sur les questions de la RSE et de la durabilité. Est-ce que vous en bénéficiez de ces dispositifs? Oui, je fais partie du groupe, si vous voulez, de 7 vignerons ou industries qui ont participé à cette recherche-là. Évidemment, c'est des économies importantes parce que souvent, on ne prend pas conscience, de modifier son comportement. Et ça permet d'être dans le groupe, d'avoir un comportement qui permet d'être engagé. Ça nous a permis de diminuer au niveau du packaging des bouteilles, diminuer les cartons et d'essayer d'avoir un carton, si vous voulez, qui peut être recyclable. Donc, au sein du domaine, sur quels aspects de la RSE vous avez mis l'accent, en fait? On a mis l'accent au niveau de l'allègement des bouteilles,
au niveau des cartons et au niveau des buts. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément important de pouvoir expliquer, si vous voulez, aux gens pourquoi on fait ça. Et là, c'est compréhensible. Alors qu'à une époque, les gens voulaient des bouteilles lourdes, voilà, différentes. Et aujourd'hui, ça nous permet d'expliquer et d'être un peu plus crédible. D'accord. Et sur quel aspect de la RSE, justement, vous avez mis l'accent? Vous avez parlé tout à l'heure de la norme ISO 14001. Oui. Quelle est-elle? Alors ça, c'était sur le process au niveau travail, parce que je pense qu'aujourd'hui, une équipe sans le personnel n'est rien, même le chef d'entreprise. Ce qui permet, ça de pouvoir faire adhérer le personnel à la démarche environnementale, c'est-à-dire la diminution des intrants, faire d'économies d'eau, parce que c'est important aujourd'hui l'eau, lorsqu'on travaille à la cave, hein, et de toutes les économies que l'on peut faire au niveau du carton. C'est un état d'esprit qui est important. Et si le patron croit, il peut, si vous voulez, faire modifier parce que le personnel suit, quoi. C'est une bonne phrase, oui. Alors, mettre en place une politique RSE, est-ce que ça a un coût? Et si oui, est-ce que ça impacte les prix? Alors, ça a un coût, mais nous, déjà, on était 14 001, donc on avait déjà fait un travail là-dessus. Ça ne devient qu'un complément. Ça n'impacte pas parce qu'en rationalisation, on fait des économies nous-mêmes. Certes, on a un coût supplémentaire, mais qui n'est pas, si vous voulez, lié directement à ça, parce que l'économie que vous faites compense. Voilà. Et ça permet d'avoir un argument commercial, si vous voulez, important par rapport aux autres, quoi. Est-ce que vous sentez, vous, une vraie évolution de la demande pour les vins engagés en France et ou à l'étranger? Alors aujourd'hui, elle est plus importante à l'étranger qu'en France. En France, aujourd'hui, bon, ça nous permet d'expliquer. Je pense que c'est l'explication qu'il faut que chaque producteur puisse voir en ça et puisse apporter. Et les gens sont sensibles. Alors, on parle beaucoup de changements de rapport au vin chez les jeunes consommateurs. C'est un peu le questionnement d'aujourd'hui, qui sont peut-être moins attachés au code traditionnel que l'on connaît. Comment vous adaptez-vous pour leur en parler, déjà en termes de communication et de marketing? Aujourd'hui, il y a deux aspects. Les gens qui ont un certain âge ne boivent plus de vin tous les jours à midi. Donc, il y a un transfert de consommation qui est fait au niveau des jeunes, surtout au niveau des bars, au niveau des restaurants, ça m'aperçoit. Donc là, il faut alléger les produits et avoir une innovation sur le packaging et sur les produits un peu plus allégés. La difficulté qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, les 0 degrés sont chargés en sucre. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et nous, on y travaille dessus pour alléger cette partie sucre. Et la demande de jeunes est intéressante, mais il faut voir avec un profil différent et non pas comme des buveurs de vin. Il faut voir ça comme des consommateurs nouveaux, quoi. Alors, on l'a vu, le vin est en pleine mutation et avec les évolutions de consommation, comment vous voyez l'avenir du secteur? Moi, je pense qu'il y a deux avenirs. Il restera toujours un avenir traditionnel sur des vins, si vous voulez, structurés haut de gamme parce que sur des connaisseurs. Mais en parallèle de ça, vous avez une deuxième partie de vins qui va être léger, peut-être des vins comme des bouteilles de bière à 0 degré ou 6 degrés 5. Il y a une demande aujourd'hui. Il faut créer la demande, hein. Et lorsque vous pouvez créer la demande, vous avez des gens qui adhèrent. On l'a vu sur le 6 degrés 5. On ne pensait pas, personne ne croyait. Mais aujourd'hui, on a quelques demandes. On a des bars à Marseille qui fonctionnent bien le soir à l'apéro, voilà. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus en demande de vin comme ça, oui. en faible alcool? Aujourd'hui, on a les pays du Nord et surtout l'Angleterre demande aussi. Et la France commence à venir, certains services demandent à faible degré. Alors, dans cette dynamique d'innovation, est-ce que vous avez justement des perspectives pour l'avenir ou On même est en là, train de sortir, on sort cette année du 11 degrés qu'on a appelé Carmen. Pourquoi Carmen? Parce que Carmen, c'est un signe de liberté. On n'enfermait pas, hein. C'était un opéra qui permettait, voilà. Aujourd'hui, je pense que le marché international est devancé par rapport au marché français. Le marché français, les clients, ce qui nous aujourd'hui, c'est au balbutiement. Mais je pense qu'on va avoir un élément intéressant parce que ces vins-là sont demandés. Donc, en fait, vous avez fait plus un focus sur des vins allégés, plus des matières sèches allégées. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on parle de plus en plus de transparence et de traçabilité. Est-ce que, selon vous, ça va être un critère incontournable pour séduire les futurs consommateurs? Je pense que c'est important parce que toute cette traçabilité, ça va pouvoir justifier un prix. Vous ne pouvez pas vendre un produit quel qu'il soit si vous n'avez pas une histoire pour justifier, que ce soit le prix, que ce soit l'origine ou que ce soit l'histoire du domaine. Ça va permettre, si vous voulez, de pouvoir justifier le prix. Donc, c'est important l'explication. Alors, si vous deviez résumer en une phrase en quoi vos engagements RSE vous aident à répondre aux évolutions du marché, que diriez-vous en une phrase? Bon, je dirais que c'est la volonté d'être innovant et d'aller dans le sens de l'histoire. Et pour conclure, si vous deviez expliquer
Pays Doc à un jeune adulte qui n'y connaît rien au vin? Je dirais, c'est une aventure extraordinaire. Pays Doc, c'est la réunion des metteurs en marché avec quelques vignerons qui ont cru à cette région et qui avaient un grand développement. Vous savez, j'étais un jour aux États-Unis et j'ai vu Gallo. Gallo disait, je suis capable de faire un vin Australie, États-Unis, Chili. Le vin de Pays Doc est capable de faire ça au niveau de sa région. Donc, c'est une réussite intéressante. Puisqu'on peut transformer, si vous, des Pyrénées aux Cévennes, vous avez la diversité pour faire des produits, voilà, innovants. Très bien. Merci sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle fin de salon. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, Si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.